Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. 4 jours pour promouvoir l'intégration régionale et la souveraineté économique. Le Salon international de l'entrepreneur ouvre cette opportunité au pays de l'AES et au-delà. On en parle dès le début de cette édition. Ouagadougou, capitale du numérique, le temps d'un rendez-vous annuel dédié à cette année à l'intelligence artificielle, facteur de la transformation digitale. Le Mali y participe. Le programme alimentaire mondial manque d'argent pour financer ses opérations humanitaires. Le PAM ne pourrait aider qu'un tiers environ sur près de 320 millions de personnes qui auraient besoin d'une assistance alimentaire en 2026. Le président du Conseil des ministres togolais Faure Gnassingbé rencontre ce mercredi à Moscou le président russe Vladimir Poutine au menu des discussions la paix et la sécurité régionale. C'est un petit cahier, mais pas comme les autres, véritable album contenant des souvenirs scolaires, notamment de petites histoires d'amour, des querelles entre camarades de classe ou encore des chants. Un rappel non pas sans émotion dans les grands formats de cette édition. Le Mali quitte la Coupe du Monde des moins de 17 ans au stade des 8e de finale. Les cadets maliens ont été éliminés hier par leurs homologues marocains par 3-2. La pierre, une solution écologique en matière de construction qui s'offre au pays du Sahel. Un matériau au cœur d'un modèle de développement durable à Badiangara. La chronique de l'environnement s'intéresse à ces trésors locaux. C'est tout pour les titres. AES Actualité. Bamako ouvre un espace pour l'innovation, la valorisation des projets et l'intégration économique régionale. C'est tout l'essence du Salon international de l'entrepreneuriat AES, un rendez-vous de 4 jours pour trouver des financements, rencontrer des experts et découvrir de nouvelles tendances. Alouseni Touré était à l'ouverture de ce salon pour Mali Actualité. Le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES s'inscrit dans les priorités de la présidence malienne de la Confédération des États, dont il est l'un des éléments phares. Il traduit la volonté des plus hautes autorités de hisser l'intégration des peuples de l'AES au rang des priorités de notre confédération. Oumou Salsek, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le Mali accueille aujourd'hui avec honneur d'importantes délégations d'experts, d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'opérateurs économiques conduites par les homologues du Burkina, du Niger, venus participer activement aux travaux témoignant de la vitalité et de la solidarité et de la cohésion qui anime l'espace AES. Votre présence remarquable illustre non seulement la reconnaissance du rôle moteur de l'AES dans l'intégration économique régionale, mais aussi et surtout l'importance accordée à ce salon comme plateforme d'innovation, de coopération et d'investissement. Le Mali possède des atouts économiques incomparables et surtout une jeunesse dynamique qu'il faut mobiliser et responsabiliser. Ce salon porte en un point du thé une envergure régionale. Il est aussi avant tout au service du Mali et de sa jeunesse. Notre pays possède des atouts incomparables, un potentiel agricole et minier majeur, une position géographique qui fait un carrefour naturel d'échange, une jeunesse talentueuse, créative et ambitieuse. Ce premier salon international de l'entrepreneuriat AES a enregistré la présence des représentants de plusieurs pays, dont le Ghana. Le ministre burkinabé de la Jeunesse s'est félicité de la tenue de ce salon et a recommandé l'encouragement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Boubacar Savadogo, ministre burkinabé de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. La vision que leurs excellences, les 3 chefs de l'État ont pour la région AES, pour que cela puisse se concrétiser, il est bon que la jeunesse comprenne son rôle. Et ce rôle ne se limite pas seulement à créer des slogans, mais ce rôle va à la création de richesses, à la création d'emplois pour la stabilité de notre région.
Les délégations venues du Niger, du Burkina Faso et du Mali tiennent stand au stade du 26 mars. Au-delà des stands, des échanges B2B, des communications et autres formations également en cours pendant ces 4 jours du salon. Oui, un salon qualifié d'initiative stratégique au service de la souveraineté économique par le Premier ministre, auquel participent les délégations du Sénégal et du Ghana. Preuve selon le chef du gouvernement que le Mali n'est pas isolé. Le général Abdoulaye Maïga s'exprime au micro de Mamari Koné. Votre présence à nos côtés témoigne que le Mali reste un pays fréquentable, un pays non isolé, en paix avec lui-même et avec les autres, un pays qui avance, n'en plaise une vaste campagne inédite de désinformation. Je renouvelle notre gratitude au chef de l'État qui a toujours mis au cœur de ses préoccupations l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation professionnelle, surtout des jeunes et des femmes, en vue d'augmenter leur contribution à la création de richesses et d'assurer leur épanouissement. En effet, ces préoccupations sont prises en compte dans la lettre de cadrage que le président de la transition, chef de l'État, a adressée au gouvernement comme boussole pour bâtir le plan d'action du gouvernement période 2025-2026 en phase avec la vision Malipura Nyetasira Kaben Samba Flani Birani Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. L'entrepreneuriat et la démarche de création, de développement et de gestion d'une entreprise souvent à but lucratif. Ainsi, il repose sur l'innovation, la prise de risque et la mobilisation des ressources pour transformer une idée en une activité économique qui répond à un besoin ou à un objectif spécifique. Dans notre pays, et comme dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, les secteurs porteurs de l'entrepreneuriat sont très variés, parmi lesquels on peut citer l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, l'énergie, les technologies et les mines, j'en passe. Il s'agit là des secteurs clés qui participent à la transformation structurelle de l'économie, la gestion durable de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la résilience. Avec plus de 70 millions d'habitants et un taux de croissance variablement positif, le pays de l'AES possède de nombreuses opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat permettant la création d'emplois et de revenus pour les populations, notamment les jeunes et les femmes. Des jeunes et des femmes qui étaient nombreux hier à l'ouverture de la semaine du numérique à Ouagadougou au Burkina Faso. Une semaine placée cette année sous le thème l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale. Elle sera marquée par des démonstrations, panels et rencontres professionnelles. Les récits de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Khadija Toukone et Julie Traoré. Ouagadougou, la capitale du numérique tout au long de cette semaine, un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs du digital, les décideurs et les jeunes innovateurs. Placé cette année sous le thème l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale, la rencontre met en lumière le rôle croissant que joue l'IA dans la modernisation des services publics, des entreprises et du quotidien des citoyens. Dr Aminata Zerbo-Sabani, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso. L'IA est source d'opportunités immenses pour une administration plus efficiente et transparente. Notre démarche est claire. Nous ne voulons pas d'une IA importée qui renforcera notre dépendance et détruira nos chaînes de valeur. Nous ambitionnons de mettre en place une IA qui nous ressemble. Présent à la cérémonie d'ouverture, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé la volonté des plus hautes autorités de faire du digital un moteur de modernisation et d'innovation. Capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Faso, chef de l'État. Seule la digitalisation, le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie d'échelle dans ce service pour que nous puissions avancer dans notre administration. Que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de la sécurité, de la défense, tous les domaines ont besoin aujourd'hui du numérique pour pouvoir avancer. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte de digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. La semaine du numérique de Ouagadougou accueille une forte délégation malienne conduite par le ministre en charge du numérique, Alhamdou Ag Ilien, de partager son opinion sur le thème de cette année. Les pays de l'AES entendent faire de l'IA un instrument au service de la paix et du développement. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration.
Il y a vraiment une très grande cabale contre nos pays dans laquelle tout est utilisé. Le numérique est utilisé, l'intelligence artificielle est utilisée, la délation est utilisée. Et nous autres, nous allons vraiment utiliser tout ce que la technique, notamment l'intelligence artificielle, nous met à notre disposition pour faire rétablir la vérité grâce d'abord aux ressources humaines que nous avons et aussi à tout ce que la technique nous offre, tel que l'intelligence artificielle. Adji Ali Salatou, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger. Mais là, on doit envisager une forme de mutualisation en termes de moyens, de capital humain pour y parvenir, vu l'appréciation qui est faite à raison ou à tort de l'IA. C'est un outil positif, un outil concret, mais dont l'utilisation doit être canalisée, encadrée, mieux appréhendée par la jeunesse. Ce rendez-vous de Ouagadougou montre que l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale n'est pas seulement un outil d'efficacité, c'est un levier de stabilité, un pilier de résilience et un atout majeur dans la lutte contre l'insécurité. Ouagadougou, Khadija Tukone et Julie Traoré pour ORTM. Nous restons hors du Mali. En Côte d'Ivoire, plus de 1000 candidats briguent les 255 sièges de l'Assemblée nationale. La commission électorale indépendante a publié hier soir la liste provisoire des candidatures retenues. Au total, 1441 candidatures ont été validées après le retrait de 272 dossiers pour désestimement ou non-conformité avec la loi électorale. Les partis au pouvoir, les RHDP, présentent plus de 200 candidats dans toutes les circonscriptions du pays. Parmi eux, une vingtaine de membres du gouvernement. Au même moment, s'achève à Cotonou, la capitale béninoise, un sommet régional stratégique sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et centrale à l'initiative de la Banque mondiale. Le sommet a pris fin par une déclaration accompagnée d'engagement. L'Union africaine fixe des objectifs de transformation numérique pour les pays africains à l'horizon 2030. La rencontre de haut niveau a réuni les ministres et représentants des 22 pays du continent. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo prolonge de 6 mois les classements en zone rouge des 38 sites miniers dans le territoire de Massissi au nord Kivu et de Kalehe au sud Kivu. Ces sites situés dans des zones contrôlées par l'AFC M23 restent interdits d'exploitation et les minerais qui en proviennent ne doivent pas entrer dans les circuits officiels du commerce international selon le gouvernement. Le gouvernement congolais prenait cette décision au moment où le président du Conseil des ministres togolais est en visite en Russie. Faure Gnassingbé rencontre ce mercredi le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Ce sera leur premier entretien en tête-à-tête depuis 2019. Au programme de discussions entre les deux dirigeants, la paix et la sécurité régionale, mais aussi des questions relatives à l'énergie en passant par le commerce et la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, on en parle encore avec le programme alimentaire mondial qui manque d'argent pour financer ses opérations humanitaires. Sur près de 320 millions de personnes qui auront besoin d'une aide alimentaire en 2026, les PAM ne pourraient aider qu'un tiers, environ 110 millions pour un coût estimé à 13 milliards de dollars. L'annonce a été faite hier par l'agence onusienne dans un communiqué. La crise alimentaire mondiale ne montre aucun signe d'apaisement en 2026 car les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'instabilité économique devraient engendrer une nouvelle année d'insécurité alimentaire grave, conclut le communiqué. En attendant une réponse à cette question existentielle, le prince saoudien est reçu en grande pompe par le président américain. Une garde à cheval, des coups de canon et un survol d'avions de combat F-15 et F-35. Mohamed Ben Salman a aussi eu droit aux louanges de Donald Trump qui qualifie le bilan du dirigeant saoudien d'incroyable en matière de droits humains. Nous avons aujourd'hui dans les bureaux ovales un homme extrêmement respecté, un ami de longue date, un très bon ami, a déclaré le président américain. Peu après la fin de la rencontre, la Maison-Blanche a annoncé que les deux dirigeants avaient également signé des accords portant sur le nucléaire civil et la défense. Retour ici au Mali, il servait d'album parfait pour réunir tous les souvenirs scolaires au niveau de l'école fondamentale. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux à les posséder encore. Il s'agit du cahier des souvenirs. Il permettait à beaucoup d'élèves de noter des petites histoires d'amour, des querelles entre camarades de classe, mais aussi des chants que l'on récitait à l'école. La révolution numérique semble avoir eu raison de ces petits documents précieux. C'est le sujet du grand format de cette édition signée Adam Maïga. Assis sur son lit, seul dans la chambre, le cahier entre les mains, les larmes coulent sur les joues d'Amneta Konaté. Elle est émue par la lecture d'une récitation qui contient son cahier de souvenirs. Cette récitation lui rappelle son enfance au premier cycle.
À 23 ans, Aminata Konaté nous replonge ainsi dans son passé à travers les pages de ce cahier. À la fermeture des cours, et j'ai pris les souvenirs camarades de classe qui m'étaient très chers. Elle avait changé l'école. Dans son ancienne école, ils avaient une récitation là-bas qu'elle aimait tant. Elle a pris mon cahier de souvenirs et puis elle a écrit cette récitation. Un jour, j'ai pris le cahier de souvenirs là. Qu'est-ce que je vois? Je vois et la récitation là, j'ai commencé à la lire et soudainement, voilà, mes larmes ont commencé à couler et ça m'a juste donné envie de revoir la fille. 10 ans plus tard, un vœu inscrit autrefois dans ce même cahier s'est enfin réalisé. Aminata Konaté et Fatmata Tunkara, dite Ténin Cissé, se sont retrouvés au grand marché de Bamako. Une rencontre aussi émouvante qu'elle ne peut retenir ses larmes lorsqu'elle en parle. À plusieurs kilomètres du grand marché de Bamako, Ahmed Sangaré, 77 ans, chantant dans son salon un poème qu'il avait écrit dans son cahier de souvenirs. Ce poème, il l'avait dédié à son camarade de classe Fili Konaté, disparu trop tôt à la fleur de l'âge alors qu'elle fréquentait encore le second cycle. Son départ nous attriste. Sa mort est douloureuse. Elle aurait pu vivre longtemps si elle avait été soignée. Et nous n'avons pas fait de rencontre avec elle depuis plus de 3 mois par sa maladie. Elle est partie sans nous donner au revoir. Mais nous lui disons au revoir. Un jour, on se retrouvera au paradis. Au-delà des récitations et des poèmes, les cahiers de souvenirs servaient aussi à fixer des autocollants, des photos des stars ou encore des images des dessins animés accompagnés de légendes colorées. Aminata Konaté, ancienne utilisatrice. On écrivait des poèmes, par exemple, si garçons qui nous faisaient la cour et tout, et qu'on avait peur de ces garçons-là. Souvent, on prenait les cahiers de souvenirs là et on écrivait. Kumba Koulibaly, ancienne utilisatrice. On collait des affiches des magazines des stars américains, Justin Bieber, Rihanna, les animés, les Blanche-Neige, les Cendrillon. Ces cahiers retracent les instants d'enfance des uns et des autres. Leur perte laisse souvent un vide immense, un goût d'amertume et de regret chez ceux qui y étaient attachés. Ahmed Sangaré, ancien utilisateur. À l'école normale supérieure, j'ai laissé mes bagages dans ma petite chambre à Caille. Le neveu y était. Voilà comment moi, mes cahiers qui étaient bien gardés ont disparu. Beaucoup d'amertume. Franchement, je voulais publier ça parce que ça retrace un peu notre carrière depuis l'école fondamentale jusqu'au second cycle. Jakite Aïssata Niambele, ancienne utilisatrice. Puis 64, il y a mes camarades là. Passe-moi ton cahier de souvenirs, passe-moi ton cahier de souvenirs. Bon, après les mutations là, tout est perdu. Moi-même, je regrette ça. Certains ont choisi de s'en débarrasser volontairement, préférant tourner la page, tandis que d'autres les conservent précieusement comme un trésor d'une époque révolue. Aminata Konaté, ancienne utilisatrice. Je ne l'ai plus parce qu'à mon mariage, j'ai presque brûlé tous ces cahiers-là. Donc, il faut souvent se détacher un peu de ces souvenirs. Kumba Koulibaly, ancienne utilisatrice. J'ai mes cahiers avec moi. C'est un grand souvenir. Je me dis même peut-être quand j'aurai des enfants, je vais leur donner et leur dire c'est le cahier de souvenirs de maman quand elle était encore second cycle. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, Kumba Koulibaly et Aminata Konaté ne conservent plus leurs souvenirs dans des cahiers. Elles les stockent désormais sur les réseaux sociaux ou dans certaines applications disponibles sur leur smartphone. Kumba Koulibaly, ancienne utilisatrice. Avec les réseaux sociaux, on va sur TikTok, on va sur Insta, on fait un story, on écrit vite fait, les gens nous conseillent. Je chatte GPT, qui je me confie, j'explique mes malheurs et tout ce qui m'arrive, ils me conseillent. Aminata Konaté, ancienne utilisatrice. Quand je suis partie au lycée, je me rappelle d'avoir utilisé mon téléphone quand même comme journal intime. Parce que tout ce qui se passait dans ma vie, je l'écrivais dans la note. Et même maintenant, je continue. Ainsi, peu à peu, le cahier de souvenirs disparaît des bancs des écoles fondamentales, emportant avec lui une part de l'innocence et de la créativité de toute une génération.
Le Mali quitte la Coupe du Monde des moins de 17 ans au stade des 8e de finale. Les cadets maliens ont été battus hier par leurs homologues marocains par 3-2. Au plan national, les finales de la Coupe du Mali de basketball sont prévues pour le dimanche prochain. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Ari Djoumatina. Football Coupe du Monde des cadets au Qatar, fin de parcours pour le Mali. Les Aiglonnais ont été battus hier en 8e de finale, 3-2 par le Maroc. En quart de finale, nous aurons comme opposition Autriche-Japon, Italie-Burkina Faso, Portugal-Suisse et Maroc-Brésil. Ces rencontres de quart de finale sont prévues vendredi. Nos U23, c'est-à-dire les Aigles Espoirs, coachés par Fousseni Diawara, ont bouclé hier leur préparation au compte de la trêve internationale. Ainsi, en rencontre amicale, les Aigles U23 ont fait match nul 2 buts partout contre l'Indonésie. Toujours au registre de nos équipes nationales, concernant la fenêtre FIFA, la sélection nationale senior a joué en amical hier en Tunisie contre la Jordanie. Cette rencontre qui entre dans le cadre des préparatifs de la CAN au Maroc a été sanctionnée par un nul 0-0. Le sélectionneur Tom Saintfit a profité de ce match amical pour titulariser Nathan Gassama, le nouveau défenseur des Aigles qui évolue en Russie. L'ancien capitaine Amari Traoré, qui signait son grand retour en équipe nationale, a également démarré la rencontre. Clin d'œil aux autres adversaires du Mali à la CAN qui ont également livré des rencontres amicales. Les Comores ont battu 4-0 la Namibie. La Zambie s'incline devant l'Angola 3-2 et victoire du Maroc 4-0 face à l'Ouganda. Sur le continent, la première journée des rencontres de poule de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération débute ce week-end. Ainsi, notre représentant en Ligue africaine des champions, le Stade malien de Bamako, entre en lice samedi et sera l'hôte de l'Espérance de Tunis. En vue d'arriver à temps à Tunis, pour idéalement préparer cette entame de compétition, le Stade malien s'est envolé hier nuit et est attendu ce mercredi en Tunisie. Auparavant, hier mardi dans l'après-midi, la grande famille du stade, sous la direction des sages du club, s'est retrouvée à Sotuba pour parler aux joueurs et les galvaniser. Une façon de mise en route en vue de l'entrée en lice des Blancs de Bamako samedi en match de poule de la Ligue des Champions. Toujours compétition africaine des clubs, notre représentant en Coupe de la Confédération, le Djoliba Athletic Club, lui démarre sa campagne de groupe à domicile. Ainsi, les Rouges de Bamako reçoivent dimanche Olympique Club Safi du Maroc. Balle au panier pour terminer. La Fédération malienne de basketball vient de programmer les finales de la Coupe du Mali de basketball saison 2024-2025. Les deux finales se joueront le dimanche prochain 23 novembre dans la salle de basketball Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars. Comme affiche en dames, l'AS Real de Bamako affronte le Djoliba Athletic Club et en homme, le Stade malien de Bamako sera opposé au CRBT, le centre de référence de basketball de Tombouctou. Chronique de l'environnement. Belém, aux portes de l'Amazonie brésilienne, accueille depuis le 10 novembre la 30e conférence des Nations Unies sur le climat. Une conférence placée cette année sous le signe de l'urgence au regard d'une crise climatique aiguë, marquée par des températures records, des événements météorologiques extrêmes, avec comme conséquence les sécheresses, les inondations ou encore les incendies. Face à ces phénomènes climatiques, une solution écologique adaptée s'offre au pays du Sahel, à savoir la construction en pierre. À Badangara, ce matériau est au cœur d'un modèle de développement durable. On en parle dans la chronique de l'environnement signée Agibou Koulibaly. Contrairement aux constructions en banco ou en ciment, la pierre ne nécessite ni bois pour la cuisson, ni produits chimiques. Elle s'inscrit pleinement dans une logique de protection de l'environnement. L'Association pour la promotion de l'agropastoralisme, du pastoralisme, de l'élevage et de la promotion humaine veut aller plus loin, plaider pour l'intégration de la pierre dans les politiques locales de logement et d'aménagement rural et urbain. Bernard Togo, membre de l'Association pour la promotion de l'agropastoralisme, du pastoralisme, de l'élevage et de la promotion humaine à Badjangara. Si on regarde un peu au Sahel, le changement climatique, la cause principale, c'est surtout le déboisement. Le déboisement pour faire les toits, le déboisement pour se chauffer la nuit quand il fait froid, ainsi de suite. Or, quand on construit en pierre, la durabilité de la construction en pierre, ça fait 100-150 ans. Donc, quand tu fais une fois, ta maison peut durer 150 ans à peu près. Donc, ça va diminuer les coupes de bois pour faire les toits ou bien pour se chauffer. Parce que quand c'est en pierre, quand il fait froid dehors, à l'intérieur, il fait chaud. On n'a pas besoin d'allumer des bouts de bois pour chauffer la maison. Et quand il fait chaud dehors aussi, à l'intérieur, il fait assez frais. Donc, de là,
ça peut déjà beaucoup diminuer justement les coupes de bois, l'utilisation du charbon, et ainsi de suite. Donc en ce temps, on peut dire que ça peut contribuer justement à préserver la nature et aussi à diminuer un peu le changement climatique. À travers ces actions, l'association montre qu'il est possible de bâtir sans détruire, de protéger la planète tout en honorant la culture dogon. Ce qu'on peut dire aussi, on sait que Bandiagara, ici, nous sommes en zone classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Et ces zones qui sont classées, on ne peut pas y toucher. Donc déjà, ça c'est la conservation de la nature aussi. Cette conservation peut, on peut dire justement, diminuer le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, même pour les carrières, là, on forme des jeunes pour l'extraction, ainsi de suite. Mais même pour les carrières, on travaille avec la mission culturelle. Comme c'est eux qui sont les garants donc, de cette protection, s'ils nous disent qu'à tel endroit, ça on ne peut pas toucher, on ne touche pas. Donc il y a beaucoup de zones classées comme cela au pays d'Ogon qu'on ne touche pas du tout. Et le fait de ne pas toucher, ceci aussi conserve la nature, ça lutte aussi contre effectivement le changement climatique. À Bandiagara, les bâtisseurs de pierre ne sculptent pas seulement des murs, mais un avenir écologique et identitaire pour toute la région de Bandiagara. On s'arrête là pour cette édition, la première de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Soumela Diarra à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Retrouvez juste après moi Doudou Temeli pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.